Bourgogne, avec Franche-Comté, j'ai oublié, avec Loïc Puteaux, par l'Union sociale de l'habitat de Bourgogne avec Emmanuel, et puis par EDF. Alors, vous êtes des bailleurs, des collectivités, des associations, et une place importante aussi sur les associations de locataires qui sont là, parce que le thème vous concerne. La place des habitants dans la performance énergétique, ce sera le thème de la journée, au-delà de la technique, que ce soit sur les nouveaux bâtiments ou les rénovations. L'habitant a toute sa place dans ces rénovations, ou dans l'exploitation de ces bâtiments neufs. Et c'est vraiment aujourd'hui le thème de la journée, quelle est la place de l'habitant dans la réussite de la performance énergétique alors je ne sais pas si certains d'entre vous étaient, il y a eu une conférence en début de semaine de Jean-Marc Jancovici sur la planète. L'enjeu, si on veut atteindre les objectifs de facteur 4 en 2050, la rénovation de l'habitat est au cœur des enjeux. Donc le thème est vraiment au cœur des enjeux de demain. Très bien. Eh bien, on va tout de suite passer la parole à Gaëtan Brispierre. Gaëtan Brispierre qui est sociologue indépendant, donc, qui vient de Paris d'ailleurs, et il est là à l'heure. Donc on dit souvent que les trains n'arrivent pas à l'heure. Si, ils arrivent à l'heure aussi. Il n'y a pas de problème, les trams aussi. Donc, Gaëtan, déjà, dites-nous un peu qui vous êtes. Ça sera beaucoup plus simple. Parce que sociologue, ça parle... Oui, voilà, c'est très vaste comme sujet. Donc, je suis chercheur indépendant. J'ai fait une thèse sur les économies d'énergie dans les logements collectifs. Et donc, depuis 2012 maintenant, je suis à mon compte. Et donc, je fais des recherches appliquées sur le sujet de la transition énergétique dans le bâtiment, donc c'est des sujets très divers. Je vais en aborder certains pendant ma présentation. Eh ben, c'est à vous alors. Est-ce que j'ai un petit bip pour faire passer le... Alors, je sais pas. Ou est-ce que quelqu'un peut se mettre là pour avancer? Moi, j'ai oublié une autre, mais... C'est bon? On va y arriver. Faites un petit signe et puis vous allez trouver. On a des bips assez... on réemploie l'humain, on met pas la machine partout. Mais... Allez, c'était vous. Voilà, donc effectivement... Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Non, non. Bah alors attendez, prenez celui-là. Je vais prendre un micro, ça va être plus simple. Là vous entendez, c'est bon? C'est bon pour vous? Ouais. Super. Une formation Windows à l'hiver. Oui, parce qu'en fait, c'est pour les vidéos. Donc, il faut couper là. On va peut-être fermer la fenêtre, voilà. Hop. Tout va bien. Petite mise en place technique. Voilà. Alors au début, le titre du séminaire, c'était pas celui que j'ai mis là, c'était l'accompagnement des habitants au bon usage de leur logement. Voilà. C'est vrai que moi quand j'avais lu ce titre, ça m'avait interrogé parce que je m'étais dit finalement, est-ce que les professionnels, ils connaissent le bon usage? Est-ce qu'ils ont la légitimité finalement à dire aux habitants quel est le savoir-vivre du bâtiment et puis est-ce qu'ils ont aussi la capacité à les accompagner là-dessus? Donc ma présentation, elle va interroger cette question-là, le bon usage des logements et la possibilité pour les professionnels d'accompagner ce bon usage. Donc j'ai prévu trois temps principaux. Il y aura une petite introduction sur qu'est-ce que c'est que la sociologie de l'énergie, parce qu'effectivement c'est pas évident. Et puis ensuite 3 éclairages sur cette question de l'usage des logements. D'abord dans le contexte de l'appropriation de bâtiments performants, des BBC. Ensuite sur la question des campagnes de maîtrise de l'énergie et plus précisément sur l'impact des services de suivi des consommations. Et puis je terminerai sur la question de l'accompagnement des habitants vu par les professionnels. Donc c'est un programme assez chargé. On m'a donné 3 quarts d'heure, je vais essayer de respecter le temps. Ça m'amènera peut-être à sauter certains points que j'avais prévus. Alors pour commencer, allez-y, merci. Vous demandez peut-être pourquoi un sociologue travaille sur ces questions d'énergie, parce qu'a priori c'est quand même une question plutôt technique à la base. En fait, on s'est rendu compte ces dernières années
que pour atteindre les objectifs de performance énergétique, de transition énergétique, la prise en compte du facteur humain était indispensable. On ne pouvait pas s'en tenir à la technique, principalement par rapport à deux problèmes qu'on rencontre. Le premier problème qu'on appelle l'effet rebond. En fait, quand on installe un système technique plus efficace, on se rend compte qu'en parallèle, les comportements des usagers se modifient. Il y a de nouveaux comportements qui se créent, et donc les économies d'énergie qu'on envisageait grâce à ce nouveau système ne sont pas toujours au niveau où on les avait prévus. Et puis il y a un deuxième problème, c'est que ces nouveaux systèmes techniques qu'on installe, c'est pas toujours évident à utiliser pour les usagers, ça peut créer du mécontentement, voire parfois même les usagers contournent ces systèmes, hein. Et donc ça c'est ce qu'on peut appeler le problème de l'appropriation. Donc c'est entre autres pour répondre à ces problèmes que nous, en tant que sociologues, on propose une démarche qu'on appelle socio-technique, hein, puisqu'elle va intégrer à la fois ces questions techniques et le facteur humain. En gros, l'idée c'est de dire que la consommation d'énergie d'un logement, ça ne dépend pas uniquement de facteurs techniques. Hein, ça dépend aussi des pratiques, hein, c'est-à-dire de ce que les gens font dans les logements, de leurs activités domestiques. Et puis, il ne faut pas oublier aussi une dimension plus organisationnelle, c'est-à-dire comment les professionnels interviennent sur ce bâtiment, à la fois en conception évidemment, mais aussi dans sa gestion, son exploitation, et puis dans les relations avec les occupants. Et donc l'idée, c'est vraiment de regarder l'interaction entre ces trois éléments, hein, pratique, organisation, technique, qui vont conditionner finalement la performance énergétique du bâtiment. Alors moi j'aime bien parler de performance in vivo, hein, dans le réel, c'est-à-dire pas la performance abstraite du diagnostic de performance énergétique ou de la réglementation, mais la performance concrète qu'on peut mesurer, celle qui se voit sur la facture d'énergie, et puis une performance aussi qui intègre la notion de qualité d'usage. Parce qu'évidemment, est-ce qu'un bâtiment est performant, est-ce qu'on peut le dire performant, s'il crée de l'insatisfaction chez les utilisateurs? En tout cas, moi, c'est pas ma conviction. Voilà. Dernier point sur la méthodologie de travail qui est la mienne. Donc moi, je fais pas de sondage, je fais des enquêtes de terrain, hein, c'est-à-dire que je vais sur place, rencontrer les habitants et les professionnels dans le cadre d'entretiens approfondis, et puis également à travers des observations. Donc par exemple, je fais des visites commentées des logements, hein, avec des prises de photos. Vous verrez certaines de ces photos dans le diaporama. Alors, premier éclairage sur l'appropriation des bâtiments performants. Donc le contexte de cette étude, c'est la généralisation de la RT 2012, donc cette réglementation du bâtiment basse consommation, où on a observé au départ ce qu'on a appelé des surconsommations, hein, donc ça renvoie à cet effet rebond. On avait prévu une certaine consommation au moment de la conception, et une fois que le bâtiment était livré, on n'obtenait pas cette consommation-là. Et c'est vrai qu'il y avait un discours qui se développait, qui était celui de la responsabilité des habitants vis-à-vis de ces surconsommations, puisqu'ils n'avaient pas les bons comportements ou les comportements prévus. Alors, c'est un peu ça qui m'a fait réagir et qui m'a donné envie de travailler sur ce sujet, parce que j'étais persuadé que c'était beaucoup plus compliqué que ça. J'ai eu une belle occasion, c'est de travailler sur 3 bâtiments avant-gardistes de cette réglementation. Il y a des photos dans la diapo juste d'après. Donc c'est une copropriété qui est située dans l'écoquartier de Beaune à Grenoble, des maisons passives d'un lotissement pas loin de Lyon, et puis un bâtiment tertiaire, donc un bâtiment de bureau dit à énergie positive, qui est la Cité de l'Environnement à Lyon. Et donc dans ces bâtiments, si vous pouvez revenir, j'ai évidemment interrogé les occupants, les habitants, les gens qui travaillaient dans ces bâtiments, et puis j'ai aussi interrogé les professionnels, à la fois les concepteurs, mais ceux qui s'occupaient de la gestion également. Et l'idée c'était de confronter un petit peu leur vision de l'énergie et des pratiques au quotidien. Je ne vais pas rentrer dans le détail systématique, mais je vais vous donner les grands résultats en fait de ce travail.
Voilà, alors déjà, un premier point, c'est l'idée qu'il n'y a pas un habitant du BBC. Il y a en fait différents profils d'attitudes, différentes grandes tendances qu'on peut observer. Si on les résume, c'est un peu caricatural, mais on voit qu'il y a des habitants qui vont être plutôt engagés par rapport à ces questions de performance énergétique. Donc c'est généralement des gens qui sont déjà investis dans la gestion du bâtiment et puis qui ont par ailleurs des compétences techniques, ça peut être issu de leur activité professionnelle par exemple. Alors ces gens-là, ils sont minoritaires, mais ils sont importants parce qu'ils tirent la dynamique collective d'adaptation aux bâtiments performants. Le profil majoritaire, c'est plutôt ce que j'ai appelé un profil d'accommodé. C'est des gens qui disent « Ah bah oui, effectivement, le bâtiment performant, il y a des contraintes dans l'utilisation, mais on s'y adapte parce qu'on y trouve un intérêt sur le plan économique ou aussi sur le plan identitaire parce que ça correspond à certaines valeurs. » Donc là, on a souvent des familles. Et puis, on a un profil plus réservé. Donc, c'est des gens qui vont avoir un discours critique vis-à-vis du bâtiment performant, notamment parce qu'ils se trouvent dans des situations de froid. Et là, on va trouver plus souvent des seniors dans cette catégorie, mais c'est pas systématique, parce qu'on est sur une étude qualitative, donc il n'y a pas de statistiques pour montrer ça, mais c'est quelque chose qui revient assez souvent. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, quand on veut travailler avec les habitants, ça peut être intéressant de tenir compte de ces profils, en s'appuyant davantage sur les engagés, en aidant les accommodés à s'adapter, et puis en rassurant les profils plus réservés. Ensuite, il y a un certain nombre de constats que j'ai pu faire au niveau des pratiques d'utilisation de l'énergie dans ces bâtiments basse consommation, qui sont en l'occurrence des bâtiments neufs, mais je pense que c'est des choses qui s'appliquent aussi dans le cadre de bâtiments qui ont été rénovés, parce que les techniques sont grosso modo les mêmes. Alors je reviens sur cette idée de savoir-vivre BBC qu'il faudrait enseigner aux habitants, les bons comportements. En fait, ce qu'on voit, c'est que les habitants ne se comportent jamais comme on leur dit de faire. Ils ne suivent jamais à la lettre les consignes qu'on leur donne, j'ai envie de dire heureusement, et ils vont plutôt inventer leur propre façon de vivre dans les bâtiments basse consommation. Ils vont passer par un processus d'apprentissage, ils vont faire des essais, ils vont faire des erreurs, ils vont apprendre des choses de ces erreurs, et ils vont mettre en place des pratiques qui sont plutôt des compromis entre le comportement idéal et puis d'autres besoins liés à l'habitat, qui sont le confort bien sûr, la sécurité, l'intimité. On le voit très bien au niveau du confort d'été, dans ces bâtiments, les habitants sont censés tout fermer en journée, les fenêtres, les volets, et tout ouvrir la nuit pour ventiler et amener l'air frais. Et en fait, on voit qu'ils ont plutôt tendance à faire des courants d'air, parce que ça leur apporte un sentiment de rafraîchissement immédiat. Ils vont pas tout fermer, parce que s'ils sont là en journée, c'est insupportable. Et la nuit, ils laissent pas grand ouvert, parce qu'ils peuvent avoir peur des intrusions, que ce soit celles d'éventuels voleurs ou de moustiques, tout bêtement. Voilà, donc on voit qu'on est plus sur des pratiques qui sont dans un entre-deux. Autre constat, dans ces bâtiments basse consommation, on a assez souvent, en tout cas au début, des plaintes en hiver pour un confort thermique. Les gens ont froid, parce que le système de chauffage va être réglé au plus juste, mettons à 19 degrés, ou pire parce qu'il a été dimensionné de manière insuffisante. Et ce qu'on voit apparaître du coup chez les habitants, c'est ce que j'appelle des appareils pirates. C'est des convecteurs électriques, c'est quand on est en hiver, en été, ça va être des climatiseurs. Voilà, tout un tas d'appareils qui n'ont pas été prévus dans la conception du bâtiment, qui vont évidemment faire grimper les consommations d'énergie. Donc voilà, la performance énergétique, ça ne peut pas se faire au prix du confort des habitants, j'en dirai plus par la suite. Et puis un dernier constat sur les pratiques, c'est qu'avec les bâtiments BBC, il y a un certain nombre d'efforts qui sont faits pour maîtriser les consommations de chauffage, d'eau chaude, mais on voit qu'en parallèle, les consommations d'électricité liées aux appareils électroménagers, électroniques explosent. Vous le savez bien, ces 20 dernières années,
On a eu toute l'apparition des appareils électroniques, je ne vais pas en faire la liste parce qu'on y passerait 10 minutes. Et donc ça, c'est des consommations qui augmentent, on achète des frigos plus grands, des télés plus grandes. Voilà. Et là-dessus, j'ai envie de dire, les bâtiments basse consommation peuvent pas grand-chose. Je vous demande de passer. Alors ça, j'ai oublié de vous dire, c'était quelque chose d'amusant parce que ces maisons passives des Hautes-Feuillées, elles sont très économes. Et sur le chauffage, sur l'eau chaude. Et les concepteurs, ils n'avaient pas prévu que les gens allaient installer des piscines. Et en fait, au final, ces piscines, elles consomment au moins autant d'énergie que la maison à cause de la pompe, etc. Donc voilà un exemple d'effet rebond. Voilà. C'est pas du tout pour condamner ce type de pratique, c'est pour finalement mettre face à des réalités concrètes, quoi. Alors, finalement, là, ce que j'ai présenté, c'est quelque chose d'un petit peu bloqué. Quand on regarde uniquement les pratiques des habitants, on voit qu'ils n'ont pas les pratiques attendues, qu'ils n'ont pas le comportement idéal. Pour autant, l'enquête que j'ai faite a montré qu'il y avait des marges de manœuvre, mais qui se situaient davantage dans la relation que les professionnels et les habitants pouvaient avoir vis-à-vis du bâtiment et de ces questions d'énergie. Alors, un constat que j'ai fait, c'est sur cette notion d'accompagnement. Effectivement, dans les bâtiments basse consommation, les professionnels que j'interrogeais étaient tous d'accord pour me dire qu'il fallait accompagner les habitants. Mais en même temps, personne n'était payé pour le faire, et au final, ça se terminait toujours de la même manière par un livret d'accueil. Mais inutile de vous dire que ça ne devenait pas le livre de chevet des habitants, et en tout cas, ça n'avait pas d'effet magique sur leur comportement. En plus, cette démarche de livret d'accueil, elle rentrait en concurrence avec la façon dont on leur présentait le logement au moment de leur emménagement. Et très souvent, les habitants nous disaient, finalement, nous, ce qu'on nous a dit au moment de notre emménagement, c'est que on n'avait pas le droit de percer dans les murs parce qu'il y avait de l'isolation, qu'il ne fallait pas ouvrir les fenêtres en hiver. Donc des consignes qui prenaient la forme d'interdiction, un peu à la va-vite, et finalement qui créaient plutôt un rapport de distance avec le bâtiment performant, voilà, qu'une envie de s'impliquer sur ces questions-là. Deuxième point d'interaction. Donc là, il y avait, en tout cas par rapport à ces constats, des choses à améliorer. Deuxième constat dans les relations professionnelles-habitants, c'est sur cette question des températures de chauffage collectif. Je disais tout à l'heure qu'il pouvait y avoir des inconforts. J'ai vu aussi une amélioration des conditions de chauffage sur les 2-3 premières années de vie du bâtiment. Et un des facteurs d'amélioration, c'était l'engagement des occupants sur cette question-là. Alors, au lieu de simplement râler, ils participaient finalement à la gestion du chauffage, alors de manière différente. Dans la copropriété, c'était le président du conseil syndical qui était en contact avec l'exploitant. Dans la cité de l'environnement, le bâtiment de bureau, là on avait carrément un cercle chauffage, donc c'est des salariés bénévoles qui réglaient eux-mêmes les températures de chauffage par bureau. Et en tout cas, ce qu'on voyait, c'était vraiment que cette co-gestion des températures était un levier d'amélioration du confort, et souvent ça aboutissait à augmenter la consigne à 21 degrés. Ce que les professionnels craignaient, c'est des augmentations de consommation d'énergie, évidemment. Mais en réalité, ça a permis de supprimer les convecteurs, et donc au final, je ne suis pas sûr que ça aboutissait à une augmentation de la consommation d'énergie. Donc on voit que confort et performance énergétique, ça peut très bien aller ensemble. Puis dernier point, c'est cette question de la maintenance. Dans les BBC, il y a souvent des opérations de maintenance supplémentaires qu'il n'y avait pas forcément dans les bâtiments plus anciens, et notamment avec cette question de la ventilation, où il y a des filtres, et il faut changer ces filtres régulièrement. Là, il y a l'intervention professionnelle, mais on sait aussi que c'est compliqué pour les professionnels d'entrer dans les logements quand il y a des filtres à changer. Là, ce que j'ai vu, c'est comment les habitants pouvaient s'emparer aussi de cette tâche-là. J'ai quelques photos dans la diapo d'après.
qui n'est pas une tâche simple techniquement, là vous pouvez peut-être le constater sur les photos. Voilà, mais il y avait une certaine auto-organisation des habitants. Voilà, les plus technophiles venaient montrer aux plus profanes comment procéder. Et puis dans la copropriété, ils avaient même organisé un achat groupé de filtres pour faire baisser le prix. Voilà, donc ça c'est un certain nombre de constats que j'ai pu faire dans les bâtiments performants, alors neufs, mais peut-être que ça marche aussi pour les bâtiments rénovés. Je regarde l'heure. Non, on est bon. On est bon. Donc le deuxième éclairage que je souhaitais apporter, c'est sur finalement comment est-ce qu'on fait changer les comportements des habitants. Et je vais le faire à partir de cette question du suivi des consommations d'énergie que sont censés apporter normalement les compteurs communicants. Voilà, parce que effectivement cette étude, je l'ai faite dans le contexte du déploiement de ces compteurs communicants, qui a été justifié par le fait que ça allait permettre aux gens de faire des économies d'énergie chez eux. Alors ça, j'étais un peu sceptique, on va dire, parce que pour moi, cette idée-là, elle ne repose pas sur des preuves scientifiques, mais plutôt sur des croyances. En quoi, finalement, le fait d'informer les gens sur leur consommation va les aider à faire des économies d'énergie? Peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, derrière ça, il y a la croyance de l'homo economicus. Donc c'est cette idée qu'effectivement, en étant mieux informé, on prend des décisions plus rationnelles. Les sciences sociales ont montré qu'il y avait aussi des biais cognitifs, des erreurs de raisonnement, entre guillemets, et puis il y a des contraintes dans la situation qui font que c'est pas comme ça que ça marche exactement. La deuxième croyance sur laquelle repose cette idée d'efficacité comportementale de l'information, c'est qu'il existerait un gisement au niveau des gestes au quotidien monumental d'économie d'énergie. Non, en fait, les études sociologiques, elles ont montré que les gisements d'économie d'énergie sont plutôt sur le mode de vie. On est combien dans le logement par rapport à sa surface? Est-ce que c'est sur des choses plus structurantes qu'on a la majorité des gisements d'économie d'énergie? Et puis une autre croyance autour de cette question des compteurs, c'est ce que j'appelle moi une pensée magique de la technique, c'est-à-dire finalement en parachutant un élément technique dans un logement, ça va automatiquement amener des changements de comportement, mais on ne s'interroge pas forcément sur les mécanismes qu'il y a, les liens entre effectivement ce compteur qui est présenté parfois comme un totem et puis des mécanismes concret, c'est là-dessus que je vais revenir. Je vais passer sur le dernier point qui est là. Voilà, et donc nous, on a souhaité travailler dans cette étude, on était plusieurs, sur justement, on s'est posé la question, dans quelles conditions donner des informations aux consommateurs allait amener à des changements de comportement durables. C'est important, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de changer ses comportements pendant quelques semaines. Et donc, pour ça, on s'est intéressé à des campagnes d'économie d'énergie dans lesquelles il y avait des dispositifs d'information du consommateur sur ses consommations d'énergie, donc qui n'étaient pas des compteurs communicants, mais qui étaient des services de suivi énergétique. Donc, il y a Famille Énergie Positive, donc ça, c'est un concours de sobriété énergétique entre voisins. Ça se développe un peu partout sur le territoire français. Et puis il y a des campagnes mises en œuvre par des bailleurs sociaux dans un moulin, un bailleur qui a créé une sorte de chaîne de télé sur lequel les locataires peuvent voir leur consommation. Et puis un autre bailleur dans la région de Toulouse qui a mis en place un système de suivi de ses consommations via Internet pour des locataires qui ont emménagé dans un BBC. Donc là aussi on a interrogé les ménages participant à ces campagnes, les professionnels qui animaient ces campagnes, et puis ce qu'on a appelé les décideurs territoriaux, c'est-à-dire les collectivités et les bailleurs sociaux qui finançaient ces campagnes. Alors, deux grandes séries de résultats. La première, c'est finalement où se situe la valeur sociale de ces données. Ce qui a été de ces données de consommation.
Ce qui a été beaucoup mis en avant dans tous les débats autour des compteurs communicants, c'est que finalement ça allait apporter la valeur, elle se situe au niveau des ménages. Mais nous, ce qu'on a constaté dans l'enquête, c'est qu'en fait, quand les ménages ont accès à ces données de consommation détaillées, ils n'en font pas grand-chose. Pourquoi ? Déjà parce que les conditions d'installation du dispositif de suivi peuvent poser problème et créer des résistances. Sur la chaîne énergie, la chaîne de télé énergie, en fait, c'était associé à un décodeur TNT et la manière dont le bailleur a amené ça chez les gens n'était pas satisfaisante. C'est-à-dire qu'en gros, il ne s'est pas préoccupé d'une certaine pédagogie de ce qu'était ce système technique, ce que ça pouvait apporter aux locataires. Il a missionné un installateur pour mettre ça dans les logements. L'installateur a effectivement dit que ça allait leur apporter la télé numérique, mais n'a pas parlé de la chaîne énergie, ce qui fait que nous, quand on a fait l'enquête, à chaque fois qu'on arrivait dans un logement, les gens n'étaient pas au courant, ils avaient enlevé le système, et ceux qui avaient encore le système n'utilisaient pas la chaîne énergie. Donc la manière dont on installe le système d'information, déjà, conditionne son usage. Ensuite, un deuxième problème, c'est que pour accéder aux données, c'est pas toujours facile pour les ménages. Ce fameux système d'affichage sur la télé, déjà, il affiche les données avec 2 jours de décalage, parce qu'il y a un temps de traitement informatique, donc c'est pas toujours pertinent. Mais pour les autres systèmes, il se basait sur l'autorelève, c'est-à-dire que c'était le ménage qui devait lui-même aller regarder ses index de consommation, les mettre sur un site internet, et ensuite ça lui affichait des courbes. Évidemment, cette opération-là, elle est assez contraignante, elle sera levée d'ailleurs quand il y aura les compteurs communicants qui seront installés. Mais surtout, en fait, ce qu'on a pu observer, c'est que quand le ménage est seul face à ces courbes de consommation, il n'arrive pas à les interpréter. Même quand on lui explique, j'ai envie de dire, quand on lui donne des aides, déjà il a une certaine méfiance, il voit des pourcentages, il ne sait pas forcément très bien à quoi ça correspond. Est-ce qu'on prend en compte les différences de climat entre hiver et été? Alors là on doit rentrer dans l'explication des DGU, etc., de la correction climatique, là on perd 95% des gens. Ensuite, on lui propose des comparaisons avec des ménages voisins, mais est-ce que c'est vraiment significatif? Parce que mon voisin, ils sont 4, moi je suis tout seul, et puis moi je pars en vacances très souvent, ou j'invite mes enfants à Noël, donc est-ce que c'est vraiment mes comportements qui font la différence, ou un mode de vie plus global? Voilà. Donc on voit que finalement les ménages, face à ces données de consommation, ils ont du mal à leur donner un sens, en tout cas quand ils sont tout seuls, et que face à ces données, et que c'est vraiment dans la relation, l'interaction avec les professionnels, que ces données prennent leur valeur. Et donc ça c'est le deuxième point, c'est qu'on voit que ces données individuelles de consommation sont une ressource pour les professionnels qui animent ces campagnes. Donc ça leur permet de mettre en place de nouvelles formes d'action d'économie d'énergie. On sort de quelque chose d'un peu, finalement, la sensibilisation à papa, la rhétorique du changement climatique, de la responsabilisation du consommateur qui devrait adopter une liste de 10 bons éco-gestes. Et on rentre dans quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la sensibilisation 2.0, c'est-à-dire les concours d'économie d'énergie, où finalement on va plus s'appuyer sur quelque chose qui est de l'ordre du jeu, du plaisir de faire ensemble. On va laisser les gens inventer leurs propres gestes d'économie d'énergie, ce qui compte c'est finalement de faire le meilleur score, ou sur des actions de type plus coaching, où effectivement là les bailleurs sociaux vont accompagner leurs locataires sur la base de leur consommation réelle, en du coup les aidant à modifier leur comportement, mais par rapport à une approche plus personnalisée, puisqu'il y a justement cette discussion qui peut se faire autour des consommations réelles. Et puis il y a un troisième niveau d'utilisation de ces données de consommation qui est également intéressant, c'est pour ce que j'appelle les décideurs territoriaux, donc ces bailleurs sociaux
et ces collectivités locales, où on voit que les données, alors cette fois au niveau agrégé, parce qu'il y a aussi des notions de confidentialité, donc les données agrégées par bâtiment notamment, ou par quartier, sont un véritable outil de gouvernance du parc ou du territoire, du parc de bâtiments ou du territoire, et vous permettre de repérer des quartiers ou des bâtiments dans lesquels il y a des surconsommations. On peut éventuellement le mettre en rapport avec des niveaux de revenus, voire du coup les zones de précarité énergétique, et donc mieux cibler, mieux prioriser les interventions. Et puis également le fait de pouvoir suivre les consommations réelles, et non pas les consommations conventionnelles ou des prévisions. On voit que c'est un levier de financement pour des actions de maîtrise de l'énergie et des actions d'accompagnement. Parce que, vous voyez, il y a quelque chose d'assez paradoxal dans le fait que quand on installe un système technique d'économie d'énergie, on est capable de vous dire ça fait tel pourcentage, en théorie, d'économie d'énergie. Mais quand on mène une action d'accompagnement, c'est très difficile d'estimer le gain en termes d'économie d'énergie. Et là, le fait de pouvoir suivre l'évolution des consommations avant, après l'action d'accompagnement, ça dégage des leviers de financement au niveau des décideurs. Le deuxième ensemble de données issues de cette étude, en fait, sur finalement comment ces données de consommation agissent sur les pratiques. Je dis que effectivement, le ménage seul face à ces données, ça n'enclenchera pas de pratique. Par contre, on voit qu'elles sont efficaces à partir du moment où ces données de consommation, elles font partie d'un dispositif plus global d'accompagnement au changement. Donner accès à un site internet tout seul, ça n'engendrera pas de changement. Si par contre ça fait partie d'une démarche plus globale, là on voit qu'il y a des changements qui suivent. Alors, ces démarches, pour résumer évidemment, elles reposent sur 3 piliers. D'abord un pilier cognitif, parce qu'on voit que l'apprentissage de nouvelles pratiques, ça dépend effectivement de la possibilité d'avoir accès à une culture de l'énergie qui n'est pas si diffusée que ça en France, une culture technique, mais évidemment de manière vulgarisée. Donc ça va être des supports du type des guides illustrés ou sous forme de BD, des quiz, voilà, des vidéos en ligne qui vont permettre de faire passer tout un tas de notions techniques, mais on va dire de manière la moins rébarbative possible. On voit aussi que les apprentissages chez les habitants, ils viennent de l'utilisation d'outils de mesure situés, par exemple un wattmètre. Donc le wattmètre, c'est cette prise que vous branchez et qui vous indique la consommation de l'appareil qui est relié. Ça va permettre à des habitants de se rendre compte, par exemple, que tel objet consomme en permanence, même quand il n'y a rien de branché, parce qu'il y a un transformateur, le chargeur de portable, le chargeur d'ordinateur, que telle lampe consomme vraiment beaucoup plus que telle autre. Et donc là, on a des apprentissages très personnalisés, finalement, dans le cadre de son système d'objets domestiques, qui vont lui permettre de mettre en place des pratiques qu'il n'avait pas avant. Deuxième pilier de ces dispositifs d'accompagnement, ce sont les interactions sociales, parce que c'est vraiment ce qui va encourager l'action, ce qui va donner envie de faire. Alors, le paradoxe qu'on observe, c'est que au sein de la famille, les interactions vont plutôt pousser à la hausse des consommations d'énergie. Donc l'exemple typique, c'est l'ado qui passe des heures sous sa douche, mais dans un couple, il y en a toujours un qui est plus frileux que l'autre, et donc on va plutôt avoir tendance à régler le chauffage pour le plus frileux. Donc vous voyez cette dynamique qui va à la hausse. Et on voit que c'est plutôt les interactions sociales, que j'ai appelées les liens faibles, qui permettent de tester de nouvelles pratiques d'économie d'énergie. Donc ces liens faibles, ça peut être la relation entre un groupe de voisins qui participent à Famille Énergie Positive, qui se réunissent tous les 15 jours, 3 semaines, le temps du concours, pour échanger sur les pratiques qu'ils mettent en place dans le cadre de ce concours. Et là, on voit qu'il y a toute une renégociation des normes sociales qui se fait dans leurs échanges. Ils vont aborder des choses assez intimes, parce que finalement, la consommation d'énergie,
ça dépend de pratiques assez intimes. Comment on s'habille chez soi, comment on prend sa douche, comment on fait à manger. Des choses qu'ils n'aborderaient pas forcément avec un professionnel. Et on voit dans le cadre de ces discussions un repositionnement du curseur entre confort et sobriété énergétique. L'intervention dans le logement social, d'associations, de médiateurs dans les logements permet aussi cet échange-là. On n'est pas dans le cadre de la relation avec le bailleur, on est dans le cadre de l'intervention d'un tiers avec lequel va pouvoir se dire peut-être plus de choses ou avec plus de distance. Dernier pilier de ces dispositifs d'accompagnement, c'est le pilier matériel qui va jouer sur la durabilité des gestes. Parce que finalement, vous faites des efforts le temps d'une démarche, que ce soit une démarche de coaching ou un concours, et puis une fois que cette démarche est terminée, est-ce que vous conservez les gestes que vous avez adoptés ou est-ce que vous reprenez vos bonnes vieilles habitudes? On voit que ça dépend de la façon dont les nouvelles habitudes s'inscrivent dans le système d'objets domestiques. Parce qu'on va avoir un certain nombre d'objets qui vont faciliter les gestes d'économie d'énergie, voire les automatiser. La multiprise, qui va permettre d'éteindre l'ensemble des équipements du bloc télé pour supprimer les veilles la nuit, par exemple, au lieu de les débrancher une par une. Ou, pourquoi pas, l'automatiser avec un système de programmation horaire qui permet de couper tout ça la nuit. Et puis, donc ça, on voit que c'est des choses qui facilitent la durabilité de ces gestes, mais de toute façon, avec ces gestes quotidiens, on atteint vite un plafond, 10, 15, 20% d'économie d'énergie maximum. Et donc, si ces efforts-là ne s'inscrivent pas dans une perspective de travaux, on voit que les gens, du coup, reviennent plutôt à leurs habitudes anciennes. Et donc, c'est l'idée qu'effectivement, il y a un moment où on va travailler sur ces gestes au quotidien, mais il faut que ça amène, finalement, vers des changements au niveau du bâtiment. Voilà, là, j'avais mis une slide pour présenter différents éléments qui étaient assez structurants dans ce concours Famille Énergie Positive, où vous avez à la fois ces instruments de mesure situés, donc ça c'est le wattmètre, et puis ça c'est le sablier de douche. Alors ça permet de mesurer, de prendre conscience du temps que vous passez sous la douche. Des guides qui sont assez exhaustifs, très bien faits, très illustrés, très accessibles, qui transmettent une culture technique. Ce cadre collectif du jeu, avec à la fin une remise de prix, des réunions, etc., qui encourage l'action le long du concours, et puis des petits équipements qui vont faciliter au quotidien le geste. Il me reste une dizaine de minutes. Largement, c'est fantastique. Alors, troisième éclairage, c'est cette question de l'accompagnement, mais cette fois vue du point de vue des professionnels de l'habitat et du bâtiment. En fait, effectivement, aujourd'hui, l'accompagnement des habitants, c'est quelque chose qui est devenu assez mainstream. Tout le monde en parle, et on pourrait même dire que c'est devenu une injonction pour les professionnels, une injonction qui correspond finalement au contexte de changement très profond que connaît le bâtiment et l'habitat aujourd'hui, avec ce que j'ai l'habitude d'appeler ces trois transitions: la transition énergétique, la transition numérique, ça intéressera Pascal Minguet, d'après ce que j'ai compris, et puis aussi la transition démographique, c'est-à-dire le vieillissement de la population. Et donc, effectivement, on a besoin d'accompagner les habitants dans ces différentes transitions, et pour les professionnels, cette activité d'accompagnement, elle correspond à la fois à des enjeux de politique publique, mais aussi à la nécessité de trouver des relais de croissance dans leur activité. Mais moi, j'ai eu envie d'interroger cette nouvelle injonction, l'idée étant de sortir de l'intention. Ok, on veut accompagner les habitants, il faut le faire, mais quel impact ça a sur les professionnels et comment concrètement ils peuvent se saisir de cette question-là. Et donc j'ai réuni en fait 23 professionnels dans le cadre de 4 focus group, groupes de travail sur une demi-journée, où je les ai interrogés, ce qui m'a permis
de recueillir une parole collective sur cette question de l'accompagnement des habitants. Donc les professionnels, c'était lesquels? C'était vraiment toute la chaîne de l'habitat du bâtiment, en partant du maître d'ouvrage aux gestionnaires, que ce soit HLM ou syndic de copropriété. On a même des magasins de bricolage, voilà, des exploitants. Les seuls que je n'ai pas réussi à avoir, c'était les entreprises du bâtiment, les installateurs. Et puis j'avais dans mes groupes à la fois des professionnels qui étaient plutôt déjà des experts de ces sujets d'accompagnement, et puis d'autres qui étaient beaucoup plus profanes. Alors, trois grands aspects. Premièrement, les représentations que les professionnels se font de l'accompagnement. Alors, j'ai voulu commencer par un jeu. Je leur ai demandé si l'habitant était un animal, ça serait lequel pour vous? Alors, je vous laisse réfléchir une minute. Si l'habitant était un animal. C'est vu par les habitants. Non, non. Je ne suis pas du tout, Pascal. Hein. Non, alors, les points, les deux études que j'ai abordées avant, c'était vraiment effectivement plutôt du point de vue des habitants. Là, on se place du point de vue des professionnels et comment ils envisagent cette activité d'accompagnement des habitants. Et dans accompagnement des habitants, il y a habitants. Et donc, que représente l'habitant pour les professionnels du bâtiment? En majorité, c'est un chat. Hein. Et le chat, c'est l'animal paradoxal par excellence. Hein. Il est à la fois sauvage et domestique. Et c'est vrai que pour les professionnels, la figure de l'habitant est très paradoxale. Hein. Alors, avancez dans... Il est à la fois multiple et multiforme. Hein. L'habitat, c'est un territoire de repli, mais aussi d'émancipation. On voit qu'il est considéré comme dangereux et docile, hein, et qui peut être indépendant et influençable. Donc c'est en analysant les métaphores animales de l'habitant que j'ai mis à jour un peu cette figure-là. En revenant sur la diapo suivante. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire comme l'habitant il est paradoxal, on ne lui fait pas faire ce qu'on veut. Hein. C'est difficile de travailler avec lui pour les professionnels. Sur maintenant la notion d'accompagnement. Accompagnement, c'est un peu ambigu pour les professionnels parce que c'est vrai que le sens social de l'accompagnement, ça vient plutôt de l'éducatif, hein, du médical, du social. Et donc, du coup, ça ne correspond pas très bien à la relation que les professionnels ont avec les habitants. Et ils sont plus à l'aise avec une signification de l'accompagnement qui vient du monde du conseil. Hein. J'ai fait le même exercice pour l'accompagnement, je leur ai demandé si l'accompagnement était un film, ça serait lequel? Bon, je ne vais pas vous refaire le même coup, mais le résultat, c'est qu'il y a quand même un imaginaire assez négatif qui ressort chez les professionnels autour de cette question de l'accompagnement. Ils le voient comme un risque, voilà, comme quelque chose qui peut déséquilibrer leur relation avec les habitants, qui peut même mettre en danger leur propre activité. Donc, le dernier point, cette fois je reviens à des notions peut-être plus rationnelles, hein, on voit que derrière l'idée d'accompagnement des habitants, il y a une définition fourre-tout. Hein. C'est-à-dire on met plein de choses qui sont finalement assez différentes. Donner une information, faire de la pédagogie, répondre aux réclamations, avoir une attitude d'écoute, assurer une coordination pour le compte de l'habitant, jusqu'à ce qu'on appelle l'empowerment, c'est-à-dire comment les habitants peuvent participer aux décisions. Tout ça, c'est considéré par les professionnels comme de l'accompagnement des habitants. Donc on ne s'y retrouve pas très bien finalement, et si on essaye de trouver ce qu'il y a de commun, on voit qu'il y a quand même trois grands objets de l'accompagnement. Il y a finalement le processus de changement du quotidien, c'est-à-dire que on lui propose une nouvelle technique, on lui demande de changer son comportement, c'est pas quelque chose de... ça va changer l'ensemble de son quotidien, hein, en fait, et c'est pas juste un petit geste. Hein. Il y a également un autre objet de l'accompagnement qui est la construction d'un collectif habitant, hein, autour de tous ces changements. Et puis il y a un autre objet qui est centré sur l'appropriation de nouvelles techniques.
Alors maintenant, si on regarde les pratiques d'accompagnement, il faut dépasser les animaux, voilà. On voit qu'en fait, les professionnels du bâtiment disent on fait appel à nous pour de l'accompagnement des habitants quand il y a un problème, quand il y a une situation de crise, que les habitants se plaignent. Hein. On nous demande de jouer aux pompiers. Mais ils disent en parallèle, pour nous, l'accompagnement des habitants, c'est une pratique qui doit finalement suivre toutes les étapes de vie d'un bâtiment, hein, de la conception au chantier, en passant par l'exploitation et l'usage. Deuxième point, ces pratiques d'accompagnement, elles ne vont pas de soi pour les professionnels parce qu'elles supposent en fait des transformations très profondes de leur métier à 3 niveaux. D'abord la posture, parce qu'il s'agit d'adopter vis-à-vis des bâtiments, vis-à-vis des habitants, pardon, une posture qui permette de construire une relation de confiance. Et donc, il faut sortir finalement de cette posture du professionnel expert, ou prescripteur, comme on dit, et être plus dans l'écoute et la co-construction. Et ça ne va pas de soi pour les professionnels. Ensuite, il faut qu'ils développent de nouvelles compétences, parce que l'accompagnement, ça se base surtout sur des compétences humaines. Or, dans le bâtiment, on a surtout des compétences techniques. Voilà. Là, il faut être dans la communication, la collaboration, l'éthique, l'animation d'un groupe. Donc, on n'est pas sur le même domaine. Et puis, enfin, ça demande aussi de changer de méthode. Parce que l'accompagnement, il ne s'agit pas d'appliquer un protocole défini à l'avance. On va être dans quelque chose qui est de l'ordre d'avoir une démarche dans laquelle on suit des grandes orientations, mais on va surtout privilégier la personne, on va chercher à s'adapter à la situation, on va conserver une certaine neutralité. Enfin voilà, on est autour de grands principes d'action, mais pas autour d'un processus très cadré. Voilà, il faut faire confiance aux gens. Sur ces pratiques, dernier point, on voit qu'il y a différents modèles d'organisation des pratiques d'accompagnement. Le modèle le plus courant aujourd'hui, c'est ce que j'ai appelé le modèle distribué. C'est-à-dire, c'est quand on dit à l'ensemble des professionnels présents dans la situation, c'est chacun de vous qui faites un peu une part de l'accompagnement. Voilà. Mais ça, on voit que c'est pas évident, parce que finalement, c'est adapté qu'à des petits projets, et puis surtout, il y a un cloisonnement entre les métiers du bâtiment et de l'habitat. La conception et l'exploitation ne se parlent pas forcément. Il faut au contraire, pour que l'accompagnement puisse se faire dans le cadre de ce modèle distribué, avoir une communication entre les professionnels, et ça ne va pas de soi. Il y a un autre modèle qui émerge, que j'ai appelé le modèle délégué, quand on va déléguer l'accompagnement à un acteur tiers, qui va être finalement un peu le spécialiste de cette activité-là. Et là, on voit émerger de nouveaux métiers. Donc ça s'appelle animateur territorial, gardien 2.0, assistant à maîtrise d'usage. Mais évidemment, qui dit nouveaux métiers, ça pose le problème du coût. C'est-à-dire qu'il faut financer ces nouvelles interventions. Je vais y revenir dans la diapo d'après. Alors, cette dernière diapo, et après j'aurai terminé, c'est sur les perspectives pour cette activité d'accompagnement. Les professionnels, ils ont plutôt tendance à y croire. Voilà, c'est une activité qui devrait se développer dans les années à venir. Pour eux, non. Alors oui, parce que ça correspond aux objectifs, aux grandes transitions, je le disais, mais aussi parce que ça correspond à des enjeux métiers qu'ils ont pour chacun d'entre eux, de maîtriser les risques, de gérer sa réputation, de vendre différemment, d'améliorer ses pratiques, et puis de participer aux objectifs de politique publique. Mais bon, il y a cette croyance que ça va se développer, mais comment ? Pour eux, il y a 3 conditions du développement de ces pratiques d'accompagnement des habitants. Il y a d'abord mener des démarches de connaissance des habitants, parce que trop souvent, les professionnels, ils se basent sur une vision un peu stéréotypée de l'habitant, ou sur leur propre expérience d'habitant. Ça, c'est pire, c'est ce que j'appelle la sociologie spontanée. C'est-à-dire, moi, je fais comme ça, et donc, c'est comme ça que les autres font. Voilà. Alors là, je suis évidemment en train de prêcher un peu pour ma paroisse de sociologue. Faut faire des enquêtes sociologiques pour les habitants, sur les habitants, mais je pense qu'il faut surtout intégrer des démarches de sciences humaines et sociales dans les pratiques des professionnels du bâtiment. Deuxième condition, deuxième levier de développement,
c'est un mode de coopération plus transversal entre les professionnels, parce qu'il y a une organisation assez segmentée, et qu'on voit que pour faire de l'accompagnement des habitants, il ne faut pas seulement s'adresser aux habitants, il faut aussi que les professionnels se parlent entre eux. Sinon on fait le réglementaire et on ne va pas au-delà. Troisième levier de développement de ces pratiques, c'est de développer et de former à des méthodologies spécifiques d'accompagnement dans le bâtiment et l'habitat. On sait que, je vous disais, ça vient plutôt d'autres secteurs. Et donc là, c'est des techniques de communication, d'animation de groupe, c'est aussi diffuser les meilleures initiatives. Il y a pas mal de demandes dans ce sens-là. Mon dernier point, ce sera la question justement de la valeur. Parce que, effectivement, faire de l'accompagnement des habitants, ça demande une charge de travail supplémentaire. Et les professionnels, ce n'est pas des bénévoles. Donc, est-ce que ça crée de la valeur de faire de l'accompagnement des habitants? Alors, je n'ai pas la réponse, sinon j'aurais déjà monté ma boîte, mais peut-être des pistes pour effectivement réfléchir à cette notion de valeur économique de l'accompagnement des habitants. D'abord, il ne faut pas chercher à la mesurer en termes de taux de retour sur investissement. C'est impossible, parce qu'on ne peut pas séparer l'effet de l'accompagnement du reste du projet. C'est une action humaine. Donc il faut adopter un point de vue plus global sur le projet, et aussi regarder les bénéfices collatéraux en termes d'effet d'apprentissage, en termes d'effet de réseau, en termes d'effet d'image. Voilà, il n'y a pas que l'objectif en termes d'économie d'énergie ou en termes financiers. Mais même si on regarde en termes purement économiques, on s'aperçoit que l'accompagnement, ça génère ce que j'appelle des coûts évités. C'est-à-dire qu'on va non pas générer des économies supplémentaires, mais éviter un certain nombre de coûts. Pourquoi? Déjà parce qu'en accompagnant les habitants, on va maximiser les chances de réussite du projet, et donc on va éviter le coût de l'échec, qui peut être très lourd. On va aussi limiter les coûts de transaction, c'est-à-dire les défauts de coordination et de communication entre les acteurs. Quand on fait de l'accompagnement, on passe du temps à communiquer. Et puis, on va aussi optimiser le coût global, parce qu'on s'aperçoit que des habitants qui auraient été accompagnés en amont, ils vont être plus autonomes ensuite dans la gestion du bâtiment, et on aura moins de problèmes. Donc au final, ce que je peux dire, c'est que l'accompagnement des habitants, ça n'apparaît pas comme une nouvelle activité rentable en soi, mais plutôt comme un cadre de progrès des autres activités, des activités existantes, qui va permettre finalement d'orienter ces activités vers la satisfaction client, la satisfaction habitant, ce qui n'est pas naturel dans le bâtiment, dans l'habitat. Ça l'est dans beaucoup d'autres secteurs, mais pas dans ce secteur économique. Pourtant, ça donne du sens au travail quotidien. Je termine juste avec 3 grands messages, parce que comme c'était un petit peu long, pour récapituler un petit peu tout ce que je vous ai dit. La première chose, c'est qu'effectivement, quand on mène des opérations d'efficacité énergétique, il y a des effets pervers, des effets inattendus, qui sont liés à l'écart entre les principes techniques et puis les pratiques quotidiennes, et qu'il n'y a pas d'adaptation automatique des habitants aux nouvelles techniques. Il y a plutôt de la sueur et des larmes dans un premier temps, on va dire, et que justement ces difficultés-là, elles ont besoin d'être prises en compte par les professionnels. Deuxième message, c'est que pour faire changer les comportements, brandir des totems, ça ne suffit pas. Brandir un livret d'accueil, un compteur communicant ou je ne sais quoi d'autre, c'est pas magique. Il faut mettre en place des démarches d'accompagnement global, donc c'est plus compliqué, plus long, peut-être plus coûteux aussi. Et puis troisième message, c'est que ces pratiques d'accompagnement des habitants, elles ne vont pas de soi pour les professionnels, il faut être un peu tolérant aussi, parce qu'elles participent en fait à une métamorphose plus globale de leur métier vers des notions de service. Voilà, qui ne sont pas naturelles dans le bâtiment. Merci de votre attention, je pense qu'on a un petit moment pour des questions. Absolument. Merci Gaëtan. Bon, j'ai bien fait de venir parce que moi je me reconnais dans notre transformation numérique, on est confronté